Et bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va s'adresser à tous ceux qui sont intéressés par Path of Exile 2, que ce soit le joueur débutant qui n'a jamais touché à PE2 ou le joueur un peu plus averti qui revient, qui a déjà joué au 1 mais qui n'a pas trop joué au 1 ou qui n'a pas joué depuis longtemps et qui veut se mettre au 2. C'est une vidéo qui se veut de conseils, mais attention, ce sont des conseils qui ne sont pas forcément toujours pleinement renseignés, il y a beaucoup d'interrogations autour de Path of Exile 2. Ce sera plus des conseils de type généraux. Et je finirai par vous donner un petit peu ce que moi je compte jouer avec le raisonnement qu'il y a derrière. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est vous présenter, pas une méthodologie, le terme est un petit peu trop grand, mais une manière de réfléchir sur vos choix dans Path of Exile 2, le tout saupoudré, je le dis, de pas mal de petits conseils. Alors tout d'abord, la première chose sur laquelle il faut s'attarder, c'est quelle est un petit peu votre fantaisie. Est-ce qu'il y a vraiment un type qui vous intéresse en fait? Je dis une bêtise, je veux un mage qui balance des boules de feu. Bon. Ou alors je veux jouer avec une grosse de main. Bon. Ou alors je veux jouer avec deux grosses de main. Bon. Je veux jouer avec un bouclier. Ça en fait. Juste ça, l'avoir un petit peu en tête. Une fois que vous avez cette idée en tête, vous allez pouvoir vous attarder un petit peu sur le premier endroit où vous devriez aller en ce qui concerne Path of Exile 2, ce sont les ascendances. Regardez les ascendances qui ont été dévoilées. À noter que nous n'avons pas l'ensemble des points d'ascendance, mais nous avons par contre le titre de chacune de ces ascendances et on va dire l'idée derrière. Par exemple, prenons la personne qui a très envie de jouer avec deux armes à deux mains. Mon petit doigt me dit que Titan, ça va être pour lui. Pourquoi? Parce que si je vais sur cette page, je vous mettrai tout ce que j'utilise là, je le mettrai en premier commentaire, comme d'habitude. Si je vais sur le guerrier, que je vais sur le guerrier, et je regarde le Titan, on voit que 20% de chance pour les slam skills de faire des aftershocks, de faire des crushing blows, de faire des heavy stun. Bon, là on est bien, on voit même l'image avec une grosse de main. Il y a moyen que ça soit quelque chose qui soit pour vous. D'accord? C'est possible. Ça sera simple, en tout cas, ça sera plus évident pour vous. Si vous avez comme ça une idée assez claire de ce que vous voulez faire, je dirais que si vous êtes débutant ou que si vous revenez sur Path of Exile 2, restez dans les archétypes. Premier conseil. Si vous revenez, restez dans les archétypes. Dans Path of Exile, on peut faire tout avec n'importe quoi. Je peux très bien prendre un titan qui va jouer avec un arc. Je ne dis pas que ça va marcher. Je peux le faire. Je peux prendre une sorcière et la jouer avec un arc aussi. Je peux prendre un moine et jouer le moine avec une grosse masse à deux mains. Avec une épée. C'est complètement possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on peut le faire pour un nouveau joueur ou quelqu'un qui revient sur Path of Exile, je vous dirais de rester relativement proche des archétypes. Par exemple, là, donc pour le guerrier à la deux mains, c'est une chose. Si je reviens en arrière et que je prends, par exemple, je veux faire un mage, bon, et ben en mage, vous avez infernaliste feu, ça marche, il y en aura du feu, il y aura des minions aussi avec le feu, et Stormweaver, c'est pour la lightning. Chronomancer, c'est pas trop indiqué, mais je pense que là, comme ça, moi, ma fantaisie, mais tiens, je veux faire un mage de froid, je veux vraiment tout contrôler autour de moi. Bon, bah, Chronomancer, ça a l'air bien. Pourquoi? Parce que si je vais sur Chronomancer, cette page-là, si je regarde le Chronomancer, ça me parle de Temporal Rift, de Time Freeze. Time Freeze, contrôle, ça me parle, oui, c'est un truc, je me dis, tiens, ça, si je rajoute des sorts de froid autour, il y a moins que ça marche. Faut pas aller plus loin que ça au début. Vous n'avez pas besoin d'une idée beaucoup plus claire que ça pour commencer, d'accord? Pour commencer. Après, un truc qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez ça en tête, c'est-à-dire que vous avez votre fantaisie en tête et votre ascendance, je vous invite à vous attarder sur l'ascendance, sur ce qu'elle fait vraiment, d'accord? Prenons le cas de la Chronomancer. Là, on n'a pas toutes les informations sur le Chronomancer. Première chose, c'est-à-dire qu'il va falloir être à l'affût, parce que je pense qu'ils vont révéler les ascendances avant qu'on démarre, ou en tout cas juste avant qu'on démarre. J'aimerais beaucoup, parce que ça serait un mauvais secret, on va dire ça, de garder les arbres d'ascendance secrets jusqu'à ce qu'on fasse notre premier ascendant. Je trouve ça très moyen. Je pense qu'ils vont révéler ça juste avant que l'Early Access démarre. Une fois que vous aurez accès à tout, il faut s'attarder sur chacun des points. Par exemple, Time Freeze, bon, ça lock tous les ennemis sur place, c'est intéressant. Moi, ce que je vois là avec le Chronomancer, c'est qu'on a quand même 3 skills actifs. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le côté technique. Et ces 3 skills actifs, on va pouvoir les supporter avec des gemmes. D'accord? Donc ça veut dire que ça va être un build où on va avoir très envie de bien sélectionner ces skills actifs et de bien sélectionner les supports qu'il y a derrière, et ensuite quasiment construire autour, on va dire. C'est-à-dire que ça sera vraiment très important dans notre façon de jouer. Et je dirais même que de manière générale, sur toutes les ascendances dans PoE2, à la différence de PoE1, dans PoE1, on prenait une skill gemme,
et on construisait autour de la skill gem. D'accord? Par exemple, je joue Fireball, et ben je construis autour de Fireball. Là, j'ai quand même le sentiment que la construction d'un personnage, elle démarre d'abord par l'ascendance. Et ensuite, on voit quel skill gem s'adapte avec l'ascendance. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Peut-être tort, là, on rentre dans le côté, ce que je ne sais pas, mais ce qu'un joueur d'expérience de PE1 vous dit et vous conseille. C'est pour ça que c'est très très important que vous passiez du temps à sélectionner votre ascendance. D'accord? Parce que cette ascendance-là, c'est elle qui va vraiment déterminer ce que vous allez pouvoir faire avec votre personnage. D'accord? Surtout que dans PO2, nous n'allons pas pouvoir respect l'ascendance. Une fois que l'ascendance est choisie, terminé. Il n'y a pas d'autre choix que de refaire un personnage si vous vous rendez compte que vous êtes trompé. D'accord? Donc, pour le Chronomancer, un truc qui va être important, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire avec un sort qui va geler tout ce qu'il y a autour de moi? Est-ce que je peux construire autour d'une scène où c'est complètement gelé? Est-ce qu'en fait je vais vouloir l'utiliser comme un bouton comment dire? Est-ce que je vais vouloir l'utiliser comme un save button, un gros cooldown qui va me dire ok, de temps en temps ça va me sauver? Ou est-ce que je veux construire autour? Il y a plein de choses comme ça il faut que ça commence comment dire, à générer des idées dans votre cerveau, d'accord? Mais juste des fantaisies, hein, juste ah mais le time freeze ça serait vraiment trop bien si pendant le time freeze je mettais un énorme cast de froid ou un blizzard ou n'importe quoi. Peu importe en fait votre idée, il faut que ça serait bien que vous ayez une idée qui se forme comme ça. Bon. Prenons un autre choix, le Stormweaver par exemple. Stormweaver, c'est un truc qui va jouer sur le lightning et qui va nous donner Elemental Storm. Et Elemental Storm dit que ça trigger, donc ça déclenche des sorts quand on fait un crit. Bon bah là c'est extrêmement facile à comprendre, c'est-à-dire que je veux lancer des sorts qui vont crit, qui vont générer d'autres sorts. Ok. Là on voit un truc aussi, c'est que on va jouer avec le choc, on va jouer avec l'ailment qui s'appelle choc. Très bien. Donc à partir du moment où j'avais ça, c'est-à-dire que le Stormweaver il est directement là pour jouer avec des sorts de foudre. On veut jouer de la foudre, on veut lancer des sorts de foudre, éventuellement les faire crit pour pouvoir lancer d'autres sorts derrière. Pas forcément de foudre d'ailleurs. C'est juste, ça peut être un déclencheur d'autres sorts. À un moment donné, ce sera d'autres sorts de foudre. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui doit commencer à tourner dans votre tête. C'est juste ça, c'est à ça que ça sert de choisir son ascendance. Voilà. Une fois que vous avez ça en tête, une fois que vous avez votre idée en tête, il ne faut pas être rigide sur cette idée-là. Pourquoi? Parce que à mesure, ça c'est votre idée de endgame, ça c'est votre objectif, ok? Ça c'est la case de fin, c'est l'objectif. Mais il faut quand même y arriver à cet objectif. Et cet objectif-là, c'est le leveling, d'accord? Vous avez beau avoir une idée de ce que vous voulez faire avec votre personnage à la fin, pendant le leveling, je pense qu'il va y avoir un mot qui va être clé, c'est s'adapter. Il va falloir s'adapter à ce qui tombe, il va falloir jouer avec les outils qu'on nous donne. Notamment la possibilité de beaucoup crafter dès le début. Et c'est là qu'on rentre dans le côté un tout petit peu technique, où je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu comment ça va marcher. Pour le craft, tout comme PO1, nous allons avoir accès à des orbes. Ces orbes-là vont nous permettre de crafter des objets. On va pouvoir avoir des objets donc blancs, bleus, rares et plus, j'imagine, uniques. Très bien. Les orbes de transmutation, ça va être les orbes de transmutation. Les orbes de transmutation vont vous permettre de transformer un objet de blanc en bleu. Les orbes d'augmentation vous permettent d'ajouter un affixe s'il y a un seul affixe qui a été ajouté. L'orbe régal va vous permettre de rajouter un affixe pour le transformer de bleu à jaune. Et enfin, les Exalted Orbs vont vous permettre de rajouter des affixes. Alors, le truc, c'est que les Exalted Orbs seront beaucoup plus, et les orbes de manière générale, vont tomber de manière beaucoup plus sympathique dans PO2. On va en avoir pas mal, à ce que j'ai compris. Il y a des orbes qui vont être différentes, évidemment, de ce qu'on connaît dans le 1, mais les premières là, que je vous ai données, c'est-à-dire les 4 premières, là, sont exactement les mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que les bases d'objets que l'on va tomber, ça peut être intéressant de les crafter à mesure. Il faut se tenir à jour en termes d'équipement régulièrement dans PO2. Voilà. Parce que dans PO1, c'est pas la même dynamique. Dans PO1, on est très attaché au système de chasse, de link et de couleur. Ça n'existe pas dans PO2. Dans PO2, il n'y a pas de système de... Enfin, il y a un système de link, mais qui n'est pas lié aux objets. Il y a un système de couleur de gemmes, mais qui n'est pas lié aux objets non plus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un objet qui va être une amélioration de votre stuff, vous allez pouvoir l'équiper. Ce qui va vous donner envie de vraiment tenter d'avoir des meilleurs équipements, de tenir à jour votre équipement. Dans Path of Exile 1,
les gemmes et les links sont vraiment le plus important quand on fait le leveling. Ce n'est pas vrai dans le 2. Dans le 2, il va falloir faire très attention à ce qui tombe, s'adapter à ce qui tombe, dire tiens, j'ai peut-être une idée de sorcière foudre, mais là j'ai quand même un bâton qui me dit +2 au sort de feu. Peut-être je devrais me faire une gemme de dégâts de feu, d'un sort de feu, parce que là, ce bâton-là, cette arme-là, me fait vraiment profiter du feu beaucoup plus que n'importe quel sort de foudre auquel j'ai idée pour la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il va falloir s'adapter un maximum. Je pense que le plus important, ça va être au niveau... si vous jouez un lanceur de sorts, ça va être au niveau des plus skills éventuels que vous avez récupérés, ou des sorts qui vont être intégrés aux armes que vous avez récupérées. Il va falloir s'adapter avec ça. En ce qui concerne les builds qui vont être autour des attaques, bah, ça va être plutôt votre arme. Si vous lootez une vraie belle arme, par exemple, vous jouez un guerrier, vous avez en tête de jouer une énorme deux mains, mais là d'un coup vous lootez un très très bon bouclier ou une très très bonne une main. Eh bien vous allez peut-être vouloir la jouer, la belle une main, sans vous soucier trop de ce que vous aviez en tête. Là je parle pour le tout début au moins. Je parle vraiment jusqu'à votre première ascendance, jusqu'au premier trial d'ascendance. Hein. Parce que les 20 premiers niveaux, ça peut être vraiment un piège d'avoir une idée en tête et de se forcer à faire ça. Les 20 premiers niveaux, parce que je pense que la première ascendance, ça ira à peu près entre le 20 et le 30, adaptez-vous à ce qui va tomber sur le sol. Soyez open, on va dire ça comme ça. Autre conseil qui est lié au début du jeu, je vous conseillerais de faire beaucoup les zones annexes. Si je dois faire un joli dessin, admettons qu'il y a un point d'intérêt qui est ici, qui est lié à la campagne. Le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire « Oh, bah, je vais rusher vers la campagne, parce que je vais aller vite à la fin de la campagne pour découvrir le endgame. » À mon avis, enfin c'est même pas à mon avis, c'est d'après ce que Jonathan Rogers a dit, hein, les zones qui sont sur le côté, là, les zones annexes, elles sont donc optionnelles, mais elles vont jouer sur la puissance de votre personnage, parce que vous allez débloquer un lien, vous allez looter des gemmes, vous allez augmenter la puissance de votre personnage, et ça rendra ce point d'intérêt qui est souvent un boss beaucoup plus simple. Donc je dirais que le rush vers les points d'intérêt de campagne, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc en gros, prenez votre temps. À un moment donné, quand tout sera dit, quand on aura des millions d'heures dans la communauté, on va trouver les meilleures façons d'aller le plus vite possible. On va quasiment mapper la campagne, c'est sûr. A priori, je ne sais pas trop si on peut faire ça, et je vous dirais que c'est pas forcément une bonne idée que de rusher le boss de campagne. Donc faites bien les side quests, ça c'est un bon conseil. Même si j'ai jamais joué aux deux, ça me paraît assez évident. Maintenant, en ce qui concerne les objets, donc vous avez compris, l'arme, je vous dis, il va falloir s'adapter à l'arme qu'on tombe. À mon avis, ça va être le plus gros truc, s'adapter aux éventuelles armes qu'on tombe. La deuxième chose, je dirais, c'est pour les armures, il y a quelque chose à comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose à bien cerner, on va dire ça comme ça. Comprendre, c'est peut-être un grand mot. C'est que dans Path of Exile 2, de tout ce qui a été montré, vous allez vouloir beaucoup de points de vie. Ça va être la stat essentielle sur votre stuff, probablement sur vos armures. C'est les points de vie. Pourquoi? Parce que dans l'arbre de PO2, il n'y a pas de note de life. Vous savez, dans le 1, on a les 10% increase maximum life. Dans le 2, c'est pas le cas. Il y en aura très très peu, et ce sera du 3%, et ce sera très très peu. Donc en gros, vos boosts de points de vie vont venir principalement du stuff. D'accord? Première chose. Deuxième chose, ça c'est un conseil un peu plus général. Il y a 3 types d'armures. Les armures qui ont de l'armure. Il y a les armures qui ont de l'évasion. Et il y a de l'armure qui ont de l'énergie shield. Bon. À mon avis, ça je ne le sais pas, mais c'est ce que je conseillerais, ce que moi je vais faire, dans tous les cas. J'essaierai d'avoir le plus d'armure possible. Pourquoi? Parce que se dire on va mettre de la life et des résistances, ça c'est d'accord. Mais les résistances, elles sont élémentaires. Les résistances physiques, ce qu'on entend résistance physique, c'est l'armure. D'accord? Et cette armure-là, elle doit être super importante parce que tous les petits coups, toutes les merdouilles de mobs qui vont vous taper, ça sera souvent des coups physiques. Donc, mettre de l'armure pendant le leveling, je pense que ça va changer énormément de choses. Je dis pas peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir sans... Ok. Moi, je vous dis ce que moi je vais faire très attention. Si j'ai une pièce qui d'un côté me donne masse évasion et une autre pièce qui me donne le même montant en armure, je peux vous garantir que je vais prendre l'armure. Toujours. Pareil pour Energy Shield, même si l'Energy Shield, il faut faire un petit peu attention parce que l'Energy Shield a l'air d'être assez boosté dans le 2. Mais tout de même, mon premier réflexe, si on me dit tu as le choix entre une belle pièce d'armure et une belle pièce d'Energy Shield, je vous avoue que je serais très tenté par l'armure. Voilà.
Idéalement, ce que moi j'ai envie de faire, c'est s'il y a des pièces d'armure qui donnent et armure et énergie shield, des hybrides comme ça, c'est par là que j'aurais envie d'aller. Surtout que moi je vais faire un start witch, première partie du spoiler. Je dis pas que c'est toujours ce qu'il faut faire, mais par exemple si vous jouez un ranger, vous allez être beaucoup orienté vers des pièces avec beaucoup d'évasion, ce qui paraît normal, parce que vous allez être orienté vers ça. Néanmoins, je serai vous, je m'intéresserai tout de même à des pièces qui me donnent de l'armure avec de l'évasion. Parce que si vous faites que de l'évasion, il va se passer un truc que tout le monde a connu sur PE1. Tout va bien se passer jusqu'à ce que tout se passe plus bien. C'est-à-dire que tout se passe bien, puis d'un coup, paf, one shot. Ça, c'est le B.A.-ba, et ça va se passer dès le début de la campagne, dans ma vie, pour vous, si vous faites full évasion. Donc, c'est un conseil un peu plus générique. L'armure, c'est votre pote. D'accord ? La base d'armure, c'est votre pote. C'est un truc qu'on peut négliger. Ne négligez pas ça, ça va se passer mieux, je pense, pour vous. Maintenant, un petit mot sur les gemmes et les gemmes de support. Je disais tout à l'heure qu'en fait, les skills d'ascendance, on allait pouvoir les supporter avec des gemmes de support. Mais en fait, vous pouvez me dire, mais c'est quoi une gemme de support ? Les gemmes de support, c'est des gemmes qui servent à améliorer votre skill, le skill qu'ils supportent, tout simplement. Dans PE1, on pouvait avoir 3 fois la même gemme de support sur 3 skills différents. Dans PE2, c'est différent. PE2, ça sera une seule gemme de support overall. Très bien. Une seule gemme de support du même nom, pardon. Par exemple, si j'ai une faster attack, je pourrais avoir faster attack juste sur un sort. Si j'ai un faster casting, je pourrais avoir une vitesse de sort sur un seul sort. Donc ça veut dire qu'ils seront un peu plus précieux. Chaque effet sera un peu plus précieux parce que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois sur un skill. Très bien. En plus de ces deux types de gemmes, c'est la gemme de skill, donc celles qui vont déterminer le sort que c'est, et gemmes de support qui vont donc améliorer, changer ce skill-là, il y a les gemmes de spirit, autrement appelées aura. Il y aura une nouvelle ressource qui s'appellera le spirit, et on va pouvoir puiser dans cet esprit, dans ce spirit-là, pour générer des auras. Là, actuellement, dans PE1, on prend dans la mana. Donc c'est quelque chose qu'ils ont voulu enlever. Maintenant, on aura une autre nouvelle barre qui s'appellera le spirit. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment pousser, ceux qui veulent être un petit peu moins blind, on va dire ça comme ça, il y a une page qui existe qui montre tous les points de l'Atlas qui ont été dévoilés. D'accord ? Donc si je reprends cette idée de guerrier qui veut jouer avec des deux mains, à mon avis, si on tape voilà, two-hander, un truc comme ça, là je marquais tout, juste tout. Là je vois Giant's Blood, you can wield two-handed axe in one hand. Donc ça c'est le point qui va vous permettre d'avoir des deux mains. Donc là on les voit s'afficher. J'ai juste marqué tout comme two-hand. Hein. Donc là je regarde en bas, c'est marqué donc Giant's Blood. Vous pouvez porter des haches à deux mains, des masses à deux mains, des épées à deux mains dans une seule main, mais en contrepartie, ça double les attributs qui sont requis. Bref, ce truc-là va vous permettre de jeter un œil un petit peu sur ce qui se passe. Là, on voit un truc, c'est 50% d'increase damage avec des armes à deux mains. Très bien, à plus d'attaque speed et de stun. Très bien. Le stun, ça fait référence à l'ascendance qui disait que quand on fait des gros stuns, il se passe des choses. Vous voyez, faut pas aller plus loin que ça. Hein. Faut pas se dire je vais faire ça, puis ça, puis ça. Faut juste avoir une espèce de toile comme ça si vous voulez vous préparer en disant ok je peux peut-être faire ça va peut-être marcher, ça faudrait tester ça parce qu'on va être tous, peu importe, vétérans du 1, peu importe, on va tous être en mode alchimiste qui allons tester des formules. Hein. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la préparation c'est simplement se rendre compte de ce qui est possible, de s'ouvrir un petit peu à ce que vous voulez tester en fait. Hein. Voilà. Donc là par exemple on voit un truc qui dit on augmente l'AOE quand on stun. Avec une deux mains, ok. Donc c'est-à-dire que AOE, stun, deux mains, ça revient souvent ça. Là on voit, on est à 20% d'AOE encore avec une deux mains. Ça fait beaucoup d'AOE quand même. On se rend compte que les coups à la deux mains ils vont être vraiment très très grands. Ce qui veut dire aussi que quand vous allez tester un skill à deux mains, que vous voyez une petite zone, il ne faut pas s'arrêter là parce que ça va probablement beaucoup grossir à la fin. Vous voyez, donc ça c'est juste pour vous donner des idées. Faut voir cette découverte là comme un truc qui va vous donner des idées pour votre personnage. Il faut quasiment s'arrêter là en fait. Donc là je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des mignons. Ah oui parce qu'il y a un tout dessus. Bref, vous devriez faire un tour comme ça avec des mots-clés qui vous intéressent. Je veux dire axe, je sais pas si y a un truc avec les axes. J'ai marqué axe comme une hache dedans. Et là je vois qu'il y a un truc pour les haches là. Je gagne de la rage quand je porte une hache. Alors la rage c'est un truc bien spécial de PoE. Si vous êtes intéressé, vous pouvez ensuite aller sur le wiki de PO1, taper rage, vous allez voir à peu près ce que ça fait. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui veulent pousser un petit peu et pas être trop blind. Il n'y a pas tout le monde qui veut jouer comme ça, je comprends parfaitement que des gens veulent découvrir le jeu. Donc là déjà tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin que ça. Je vous dis, il faut à mon avis s'arrêter à
l'ascendance que vous voulez jouer, une idée globale de ce que vous voulez faire avec votre personnage. Et il y a un dernier truc, à mon avis, où il faut un tout petit peu réfléchir, c'est les layers défensifs. Alors là, c'est un grand mot pour pas grand-chose, mais je pense que même si on y va en blind, il faut quand même y réfléchir, il faut en avoir conscience en tout cas. Le fameux vie résistance, historiquement, ça suffit pas dans PO de moment. Au début, ça va marcher. Si vous avez suffisamment d'armure, de points de vie et de résistance, ça va marcher. Mais si vous avez des moyens d'augmenter vos défenses, c'est quasiment obligatoire au bout d'un moment dans PO1. Et je pense pas que ça va changer avec le 2. Tout ce qui est réduction de dégâts, tout ce qui est bloc, tout ce qui est réduction des dégâts critiques, je sais pas si ça va exister. Tous ces genres de layers-là, ça va être important à prendre en compte. Et je dirais donc que si vous lootez quelque chose qui ressemble à ça, ça a probablement plus de valeur que ce que vous pensez à la première lecture. D'accord ? Si vous lisez quelque chose qui se rapproche de augmente le bloc de autant et vous jouez un bouclier, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose que de le mettre de côté, que de le garder, que de dire ok, ça vaut un peu plus que ce que je pense. Ou si vous avez un truc qui dit double votre, je sais pas moi, ou réduit de 10% les dégâts critiques que vous allez prendre, ou réduit les dégâts que vous prenez quand vous bougez. Des trucs comme ça, je sais pas si ça va exister, je connais pas tous les affixes. Mais moi, c'est le genre de truc que ça va me faire tendre là. Peut-être que je devrais pas sous-estimer ce genre d'affixe-là. Ce qui m'amène à la dernière partie de la vidéo, qui va un petit peu vous hyper peut-être pour la suite, c'est je vais vous dire ce que je vais jouer. Moi, je vais jouer une infernaliste. Je vais jouer une infernaliste, et je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi j'ai choisi ça, moi. D'accord ? Attention, je ne dis pas jouer ça. Je dis ce qui m'a poussé à... Moi, je voulais un caster, parce que je pense que même si ils disent beaucoup que les mêlées sont très forts, qu'il n'y aura pas de problème à jouer en mêlée, je pense que ça paraît plus simple, en tout cas, a priori, d'apprendre le jeu si on a la possibilité d'être à distance si on le souhaite. Donc ça, c'est juste peut-être vieille pensée, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'en fait, ça sera très très bien en mêlée. Moi, j'ai mes réserves quand même, par expérience, je me dis que être capable d'être à distance, je vois pas comment ça peut me désavantager en tout cas. Deuxième chose, je voulais un lanceur de sorts. Pourquoi ? Parce que pour moi, faire évoluer les spells, les sorts au début, c'est plus facile que les attaques. Pourquoi ? Parce que les attaques sont beaucoup plus dépendantes de l'arme, alors que le spell sont plus dépendants de choses genre le niveau de la gemme. Ce qui veut dire que même si je me retrouve en retard, de quelconque façon, sur mon personnage, les spells vont toujours générer pas mal de dégâts même si j'ai une arme de merde. Même si j'ai une arme, la pire arme possible, il y a moyen que je m'en sorte quand même. Alors que les attaques, elles sont directement liées aux armes. D'accord ? Donc si j'ai un truc qui dit mets X% plus de dégâts avec une deux mains, blabla, si ma deux mains elle est nulle et que j'arrive pas à en trouver une meilleure, ça peut me bloquer. Ça m'inquiète un tout petit peu. Je pense qu'il n'y aura pas tant de soucis que ça. Hein. Je dis pas que vous allez être bloqué si vous jouez une attaque, encore une fois, c'est pas ça que je dis. Je dis que ça rajoute une difficulté où j'ai pas envie de me rajouter une difficulté, alors que je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Il y aura déjà toute la découverte. Je préfère me concentrer sur les choses à découvrir que sur ça, personnellement. Donc ça, c'était les deux premiers trucs. Donc je voulais un caster, et je voulais un distance. Très bien. Ensuite, il y a un truc qui m'a tout de suite séduit avec l'infernaliste, c'est ça. C'est très con, c'est le 20% des damage from hit qui est pris sur le Hellhound. Donc en gros, je vais avoir une invocation qui va me dire typiquement, il y a 20% de DR. J'ai 20% de damage reduction sur les hits que je prends. Moi, en vrai, j'aurais eu que ça de révéler. Je serais quand même hypé, enfin, je serais probablement orienté vers l'infernaliste. Parce que, encore une fois, à mon avis, des layers défensifs comme ça, bah, c'est très puissant. C'est très puissant, ça rajoute la tankiness qui sera bienvenue à mon avis dans le 2. Et moi, ça a été la raison pour laquelle ça m'a vraiment mis... ça m'a chatouillé, quoi. Ça a l'air vraiment bien, ça, quand même. Ensuite, il y a le côté, on a une Demon Form, déjà qui est cool visuellement, parce que ça a l'air d'être cool visuellement, cette ascendance, qui non seulement a l'air d'être cool visuellement, mais en plus, je me dis que ça ressemble un petit peu à un fuck you button. Ça ressemble un petit peu à un bouton où si on est capable d'appuyer dessus régulièrement, on sera dans une forme où on va faire plus de dégâts, d'une façon comme d'une autre, mais on aura des avantages à être dans cette forme-là. C'est-à-dire qu'on sera une meilleure version de nous-mêmes. Probablement, d'accord ? J'en sais pas plus. Et il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des skills sur lesquels on peut ajouter des supports. Donc je me dis que je vais pouvoir adapter ça à typiquement ce que ça fait. Si la Demon Forge, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment juste un truc pour me sortir de la merde, bon bah je vais peut-être faire en sorte que ça soit un cooldown, faire en sorte que
le moment où je me transforme, ça soit vraiment un burst, ou alors est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir maintenir? À ce moment, je vais peut-être pouvoir jouer autour de cette Demon Form, supporter la Demon Form offensivement, je ne sais pas. Le fait est que je n'en sais rien. Mais ça me donne donc juste pas mal de, comment dire, de polyvalence, pas mal de possibilités à l'avenir. Voilà. Le Pyromantic Pact, en gros, je me suis arrêté à un moment donné, ma jauge de mana va disparaître, va être remplacée par une jauge un peu spéciale qui sera en plus chouette. Et je pourrai caster autant de spells que je veux pendant cette jauge de mana jusqu'à ce que la jauge de mana arrive au bout. Donc en gros, moi dans ma tête, ça m'a dit ok, pendant un moment, pendant un certain temps, je vais pouvoir spammer mes sorts sans faire attention à ma mana. Moi, ça s'est arrêté là. Et là, je vois un autre truc qui parle d'Ignite et de Magnitude. Alors là, Magnitude, on sait un petit peu. Magnitude, c'est quelque chose qui va sublimer les dégâts d'Ignite. Ignite, c'est un dot de feu. Et le dot de feu d'Ignite, il est proportion au coup qui est émis. C'est-à-dire que si je mets, je dis une bêtise, un gros coup de feu, je vais dire un chiffre, mais si je mets un gros coup de feu, ça va prendre une portion de ce coup de feu et le transformer en dot. D'accord, ça marche comme ça l'Ignite. Et Magnitude, c'est quelque chose qui va booster ça. Donc ça, je me suis dit, ok, ça veut dire que si j'ai un gros sort de feu, eh ben, la magnitude, ça peut marcher, je peux avoir un gros dot sur le mob. Moi, ça s'est arrêté là au début. Et après, j'ai commencé à chercher les skills de feu qui allaient m'intéresser, le genre de skill qui peut m'intéresser au début. Là, j'ai puisé un petit peu sur mes connaissances de PE1, et j'avoue que SRS, donc Summon Raging Spirit, c'est quand même c'est quand même un des builds, une des skills j'aime les plus emblématiques en fait, quand même de PE overall. Et ça me plaît bien, c'est un skill que j'aime bien, donc j'ai commencé à me renseigner autour et j'ai commencé à construire un petit peu ma entre guillemets base de données sur les choses que je pouvais faire. Je vais pas vous emmerder tout de suite sur tout le plan, je vous ferai peut-être une vidéo sur mon plan à la fin, à la veille de la sortie du jeu. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le raisonnement, là où j'en suis, vous voyez. Mon point de départ, c'était juste ça. Je veux faire un lanceur de sorts, je veux avoir justement des sorts, je veux être à distance et je veux être un lanceur de sorts. Ça s'arrêtait là. Et après, j'ai vu 20% de DR, j'ai dit, ok, chic, ça c'est bon. Mais le 20% de DR, vous pouvez dire, ouais, mais attends, Chronomancer, tu peux arrêter le temps, ça a l'air cool aussi en défensif, c'est possible. Moi, j'étais plus hypé par un truc qui est passif, que j'aurais tout le temps, plus ou moins, qu'un truc où il faut que j'appuie sur le bouton pour me sauver les miches. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre idée, de ce que vous avez envie de faire en premier personnage. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous partager un tout petit peu les questions qui sont, à mon avis, essentielles à se poser avant de se décider de ce qu'on va jouer dans PE2. Voilà. Sur ce, j'espère que je ne vous ai pas assommé, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Attendez-vous à plus de vidéos dans la semaine qui seront du même acabit, c'est-à-dire c'est pas des vidéos qui présentent des classes, il y en a plein. Je veux dire là, le YouTube Game, il est rempli de vidéos qui vous disent quelle classe choisir, etc. Il y en a qui sont très bonnes. Hein. Kudo à Rizitop, c'est une très bonne vidéo, ça. Il y a des très bonnes vidéos qui traînent. Je n'ai pas l'intention de dire, regardez, le mercenaire, il y a une arbalète. C'est pas ce que j'ai envie de faire comme vidéo, mais mettez-moi dans les commentaires s'il y a un sujet que vous souhaitez que je traite dans les prochains jours, avant que PE2 sorte. Si vous me dites rien, je continuerai sur ma lancée à vous amener tout doucement à ce que je vais jouer, à tout le raisonnement et à ce qu'il faut faire pour bien aborder PE2 dans les meilleures dispositions. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée, à bientôt, ciao, bye bye, appuyez sur le like et mettez un commentaire. Et c'est tout.